Ben moi, je te remercie pas. Voilà. Parce que grâce à Philippe, figurez-vous, j'ai passé, mesdames, messieurs, des heures et des jours à plonger dans la littérature de l'histoire de la médecine, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, à lire ou à relire des ouvrages enfouis dans ma bibliothèque au point d'y devenir poussiéreux. Et puis, je dirais même, au cours de ces dernières heures, de ces dernières minutes, à sentir monter en moi une espèce de trouille, une espèce d'angoisse, à parler devant vous d'un sujet que je ne connais pas très bien, finalement, vous qui êtes ici parce que vous êtes féru d'histoire, et peut-être même historien, alors que j'ai 1000 qualités, sauf celle-là. Donc, merci Philippe de m'avoir embarqué dans cette galère de traiter d'un sujet d'histoire devant des gens qui sont tous, plus que moi, passionnés et historiens. Mais quand même, au-delà de cette petite plaisanterie, je veux te remercier sincèrement de m'avoir permis de faire ça, parce que c'est passionnant, parce que c'est très intéressant, et puis parce que cette réflexion sur l'histoire de l'examen clinique m'a permis un retour en arrière, une espèce de retour aux sources. Je voudrais vous dire avec un peu de vanité, mais les médecins qui sont ici, toi-même, Philippe, Francis qui est là, et d'autres encore, et ceux qui exercent en ville, comme ceux qui exercent à l'hôpital, savent bien qu'au fond, ils pourraient se raconter eux-mêmes pour raconter l'histoire de l'examen clinique, se raconter dans le vécu qu'ils ont de leur pratique médicale, sans être obligés de remonter, comme je vais vous l'imposer, à 5000 ans en arrière, parce que nous allons faire l'histoire de l'examen clinique. Mais j'ai l'impression que chacun de ceux qui sont ici, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, peut-être même en tant que patient, savent, pour être ici, quelles sont les vertus de l'examen clinique et quelle est au fond, secrètement, au fond de nous, la dangerosité présente d'en perdre les vertus aujourd'hui. Parce que c'est ça, l'histoire de l'examen clinique. C'est, à travers les siècles, à travers les millénaires, nous le verrons, la naissance d'une capacité à regarder l'autre, à entretenir avec le patient une relation privilégiée, à respecter le patient, à l'approcher, à l'examiner, à l'écouter. Écoute le patient, il te donne le diagnostic. Et je crois que tout le monde sait qu'au fil des temps, cette construction de la séméologie clinique, de toutes les données de l'examen clinique, a atteint des sommets incroyables que nous avons oubliés, tellement c'est vieux, tellement c'est ancien, pour finalement, dans la nuit des temps, être complètement évanescente pendant près de 1000 ans, nous en parlerons, c'est le Moyen-Âge, où, sous l'influence du clergé, sous l'influence du christianisme, on bannissait l'examen clinique, on ne touchait plus l'autre, on ne touchait plus le patient, alors que tant de choses avaient été construites auparavant. Et puis progressivement, et nous y arriverons, un retour à ce qui est récent finalement, aux vertus du XVIIIe, mais surtout du XIXe siècle, avec les grands patrons, les grands médecins, ceux qui, avec le développement des spécialités, ont apporté tellement dans leur spécialité, mais tellement dans une recherche qui était forcément, essentiellement, et d'abord clinique. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans un XXIe siècle où l'on peut s'attendre à tout, et où déjà on voit qu'il y a une sorte d'affaiblissement de cette vertu-là de l'examen clinique. Parce que tout devient technique, tout devient Internet, tout devient smartphone, tout devient objet connecté. Et docteur, j'en sais plus que vous sur ma maladie, la preuve, voici ma clé USB. Et le docteur voit la clé USB et se dit qu'au fond, point n'est plus besoin peut-être de rechercher le signe de Hoffmann, ou le crépitant, ou le sous-crépitant, ou peut-être même le souffle si particulier et si discret de l'insuffisance aortique, parce qu'au fond, le malade le sait déjà. Le malade vous apporte le diagnostic. Et donc, c'est une évolution surprenante, et je crois que c'est intéressant de parler aujourd'hui de l'examen clinique et de son histoire, notamment parce que nous sommes dans un tournant d'exception où la médecine change complètement de visage, où elle va devenir personnalisée, où elle va de plus en plus oublier ses racines, pour, après même le développement de l'imagerie médicale, aller vers le biologique le plus spécialisé, aller vers le monde de la chimie moléculaire, aller vers le monde de la génétique la plus pointue, et qui, j'en suis persuadé,
demain, fera perdre aux étudiants en médecine la notion même de l'examen clinique, la notion même de l'imagerie médicale, car demain, j'en suis persuadé, il suffira sans doute d'une prise de sang ou d'un examen de salive ou de je ne sais quel examen biologique pour prédire, peut-être pour prévenir le développement d'une maladie. Nous sommes au cœur d'un changement de la médecine qui vaut bien que l'on se penche sur son passé pour peut-être mieux appréhender l'avenir et mieux le canaliser. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Mais nous allons donc voir l'examen clinique au fil du temps. Tant pis pour vous si vous êtes là venu, mais merci d'y être, parce que je vais bien entendu vous imposer un regard sur 5000 ans d'histoire. Et comme j'ai peur d'être devant vous qui connaissez tant de choses, je voudrais devant vous me soumettre à la bienveillance et à la mansuétude de notre Dieu à tous, Esculape, le Dieu de la médecine, Asclépios ou Esculape, qui représente véritablement le Dieu de la médecine et dont on sait que Hippocrate avait une admiration sans borne et une dévotion sans borne. Je veux devant vous quand même, puisque je vous dis que Philippe m'avait entraîné dans des lectures considérables et dans des heures et des heures de réflexion et de préparation et de prise de notes, je veux devant vous remercier ceux qui m'ont le plus aidé dans ma démarche de conférencier de ce soir. Il y a ce livre admirable que sans doute vous connaissez de Bernard Herny, qui s'appelle justement « L'histoire de l'examen clinique d'Hippocrate à nos jours ». Si d'aventure, après ce que je vais vous imposer maintenant, vous souhaitiez en savoir davantage, n'hésitez pas à vous procurer ce livre qui est merveilleux. Et puis vous vous procurez peut-être aussi le livre du docteur Jean-François Hutin, contemporain, qui est radiologue à Reims. Cet homme est un historien fabuleux, un écrivain remarquable, sa plume est alerte, le livre est très agréable à lire, il est assez volumineux, il s'appelle « Au lit du malade », une histoire de l'examen clinique aux éditions Glyph. Vraiment, je me suis beaucoup inspiré de cet ouvrage. Bien entendu, j'ai lu quelques exemplaires de la revue Histoire des sciences médicales, et bien entendu, j'ai passé un coup de téléphone au professeur Vincent Danel, notre collègue de Grenoble, qui a, à la demande de la conférence des doyens des facultés de médecine, préparé il y a quelques années un diaporama formidable, très didactique et dont, je dois dire, j'ai utilisé quelques-unes des références pour ce que je vais maintenant vous asséner. Voilà mes remerciements. Mais au fond, je veux dire merci également à tous ceux-ci. J'espère que vous saurez lire un petit peu, mais je vais vous commenter et je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai envie de dire merci à François Rabelais, parce que tous les étudiants en médecine et tous les médecins du monde savent combien on lui doit pour l'invitation à la réflexion, l'invitation à la philosophie, l'invitation à la sagesse. Mais plus sérieusement, je voudrais dire que tout au long de mes études, et Marc le sait bien, et Philippe le sait bien, nous avons nécessairement été confrontés aux grands patrons d'hier qui sont là, qui ne sont pas très loin, dont les fantômes sont ici finalement, et qui sont les apôtres de la qualité, de l'exigence, de la rigueur, de la minutie de l'examen clinique. Alors ils s'appellent Laennec, ils sont tous du 19e. Il est Laennec, Charcot, Dieulafoy, Trousseau, Lasseille, on en parlera, Louis Ramon, dont j'ai le privilège d'avoir chez moi dans ma bibliothèque les 12 tomes des cliniques de Louis Ramon, un bonheur absolu dont je ferai cadeau un de ces prochains jours à l'association, et puis le livre de Fred Siguier, que j'avais acheté dès 1957, dès le début de mon externat, et puis le fabuleux livre d'Henri Mondor sur les diagnostics urgents de l'abdomen. Voilà une approche clinique absolument époustouflante. Et puis, je ne peux pas, bien qu'il soit des nôtres, et Dieu merci, heureusement, et en quelle forme, ne pas y associer le nom de notre ami Pierre Godot, le grand patron de la médecine interne française, mon ami, j'allais dire mon alter ego, mais c'est vraiment l'homme qui nous a accompagnés, pour beaucoup d'entre nous, dans la belle aventure de la médecine interne. Et puis, petit clin d'œil, je veux aussi, avant de faire cette conférence, dire merci à Bernard Asselin de Villancourt. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît, moi-même je l'ai oublié, et dans le fond je ne l'ai vu que quelques semaines dans ma vie, mais c'était à la fin de l'année 54,
À la fin de l'année 54, j'avais 18 ans, je venais d'avoir le bac sciences expérimentales et d'entrer au PCB. Et avant d'entrer au PCB, ce mois d'octobre 54, une charmante vieille cousine qui était médecin m'avait suggéré comment on devrait le faire, et comme peut-être on ne le fait pas encore assez, encore que maintenant il y a le stage d'été qui s'organise, de prendre contact avec la médecine, d'aller voir ce que c'est que la médecine, d'aller sur le terrain, voir des malades. Et donc elle m'avait entraîné, puisqu'elle y travaillait, à l'hôpital Calmette, et au rez-de-chaussée. Alors le rez-de-chaussée de l'hôpital Calmette, c'était vraiment l'excellence. Les tuberculeux qui étaient tellement nombreux et tellement catastrophiques à l'époque étaient dans les étages de l'hôpital Calmette, qui était un hôpital sanatorial exposé plein sud pour cette raison-là. Et puis au rez-de-chaussée, c'était entre guillemets les beaux malades de pneumologie, les choses importantes et que l'on devait connaître pour aller dans cette aventure. Et donc j'avais rencontré là un externe qui s'appelait Bernard Asselin de Villancourt. Depuis, je l'ai perdu de vue. Mais je ne l'ai jamais oublié, parce que ce garçon-là, qui était externe, qui donc était étudiant, mais déjà dans les hôpitaux, m'avait réellement pris par la main. Il avait compris mon ambition, il avait compris mon souhait de devenir médecin, et il m'avait finalement fait pénétrer, pour la première fois de ma vie, dans une chambre auprès du premier malade. C'est inoubliable. C'est inoubliable. Depuis, je l'ai fait. Mes élèves m'ont demandé, depuis une dizaine d'années, d'accompagner les étudiants de P2, les M2, les MED2, comme on dit aujourd'hui, dans ces leçons cliniques au lit du malade. Mais cet externe-là, je ne l'ai jamais oublié. C'est lui qui m'a montré comment on ouvrait une porte, comment on disait bonjour aux malades, en quels termes on organisait le dialogue singulier médecin-malade. C'est lui qui, la première fois, m'a dit comment il fallait organiser la prise de l'observation, faire préciser la raison de la consultation ou de l'hospitalisation, faire décrire l'histoire de la maladie, faire décrire encore les symptômes ressentis et rechercher ensuite les signes physiques observables. C'est lui qui, je me souviens de ce malade avait un hydropneumothorax, m'a pour la première fois, et c'est une référence à l'histoire également, fait prendre le malade à plein corps, comme ça, le thorax nu du patient entre les bras, et à ce moment-là, vous savez, on oubliait, on ne savait pas qu'il fallait se laver les mains régulièrement, 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. On était carrément au front de la maladie. Et je prenais le thorax de ce malade et il me disait « secoue-le ». Et je le secouais et j'entendais pour la première fois, et j'en ai eu d'autres ensuite, la fameuse succution hippocratique. C'est-à-dire que cet homme qui avait un hydropneumothorax avait de l'eau dans la cavité pleurale et de l'air au-dessus, un pneumothorax avec de l'eau au fond, et on entendait le clapotis, le clapotement du malade qu'on secouait, et c'est pas d'aujourd'hui, ça datait de 400 ans avant Jésus-Christ, et c'était la succution qu'avait décrite Hippocrate pour découvrir ça. Merci Bernard Asselin de Villancourt. Je sais que malheureusement, pour avoir recherché sur Internet quel était son parcours, j'ai perdu de vue. Je sais qu'aujourd'hui, il est décédé vers 60 ans, il y a déjà longtemps. Je voudrais dire merci, voilà, sans plus insister, je ne vais pas vous imposer ça, mais ça me vient au fond des tripes, ça, remercier mes conférenciers d'externat et d'internat. C'était Gérard et Michel Duclou, c'était Jacques Jaillard, c'était des cliniciens. C'était des cliniciens. Ils m'ont appris la sémiologie, ils m'ont appris les questions d'externat et d'internat qu'on savait, qu'on apprenait par cœur, qu'on récitait, j'allais dire grossièrement, dans toutes les positions. On apprenait ça par cœur, on n'a jamais oublié. On n'a jamais oublié ces leçons-là. De même, mes grands maîtres, naturellement, m'ont appris la grande clinique, la vraie, belle et grande clinique, que peut-être aujourd'hui on ne voit plus, qu'on n'enseigne plus, parce que le scanner dit tout avant que, parce que l'IRM dit tout avant que. Voilà. Et donc ça, oui, c'est M. Gernez-Rieux, M. Henri Varembourg, M. Albert Taquet. Et puis je voudrais dire merci à mes élèves. Mes élèves ont grandi, mes élèves sont au bord de la retraite, l'un d'eux c'est pour bientôt, et donc c'est vraiment des élèves anciens. Qu'est-ce que vous voulez, l'âge est là. Mais je voulais remercier Pierre Yvatron, Éric Achula et tous ceux du service de médecine interne, parce que eux, toute leur vie, ont été des cliniciens, sont de grands cliniciens, malgré l'avènement de toutes les techniques paracliniques qui aujourd'hui risquent de faire périr la vérité de l'examen clinique. Et puis mes amis de la Société de médecine interne, dont j'ai l'honneur d'être président d'honneur, et qui ont été porteurs comme nous, comme chacun de nous, bien sûr. Marc, tu le sais bien, c'est Pierre Godot, c'est Hugues Rousset, et c'est Jean-Louis Dupont qui vient
vient d'ailleurs de commettre un livre superbe que j'ai mis là en exergue en tout petit, pour que vous ne reteniez pas trop le titre encore que, et son livre qui est un cri de protestation justement contre le risque de perdition de l'examen clinique d'aujourd'hui. Son livre s'intitule « Et la clinique, bordel !» Pardonnez-moi, mais c'est ça. Et ce cri-là mérite d'être entendu parce que c'est un cri de protestation contre l'évolution dangereuse des choses. Et puis, parmi les maîtres que j'ai évoqués tout à l'heure, il y avait Louis Ramon. Et je vous disais que dans ma bibliothèque, je l'ai retrouvé, c'est un cadeau de François Guérin. Je vous le dis au passage, les 12 tomes des cliniques de Ramon, c'est une merveille, hein, une absolue merveille. Il me les a confiées, je les ai prises, un jour je vous les donnerai bien entendu, et on lit ça comme un roman pour médecins naturellement, mais un roman. Et par exemple, en 1954, là, quand j'étais au PCB, et que je faisais ce stage-là à l'hôpital Calmette, j'avais lu dans la presse médicale, à propos de ce grand maître de la clinique médicale qu'était Louis Ramon, j'avais lu ceci, lisons-le ensemble, pour vous montrer que dans la démarche du clinicien, il y a l'objectivité, il y a la recherche, il y a la rigueur, il y a l'exigence, il y a le devoir, mais il y a aussi l'humanité, la sensibilité, la fragilité, peut-être même la vulnérabilité. C'était en juillet 1944, à Paris, à Ambroise-Paré. À la joie de la libération s'associa très vite pour nous tous la douloureuse angoisse de retour des prisonniers et des déportés. Le premier cas que j'examinais, le frère d'un de nos amis, me parut incompréhensible et je l'amenai à l'hôpital. Il fut étendu sur un lit, pâle, bouffi, le crâne rasé et tuméfié, les yeux pleins d'une angoisse de bête traquée, les bras comparables à des branches de bois mort, les cuisses et les jambes édémaciées, le dos déchiré par les coups, la peau zébrée par la vermine. Nous n'osions pas le toucher, nous hésitions à le faire asseoir. Il fallut pourtant l'ausculter, palper son foie, mesurer sa rate, prendre sa tension. Monsieur Ramon, le patron, était à côté de moi. Contrairement à son habitude, je ne le vis pas avancer la main à la recherche d'un signe important. Je ne l'entendis pas poser une seule question. Je ne le sentis même pas s'approcher vers le bord du lit. Son souci de m'aider, son désir de poser un diagnostic, sa curiosité même paraissaient supprimées. Elles étaient seulement paralysées, car, me retournant, je vis le visage de mon maître, soudain pâli, et l'éclat de son regard voilé par les larmes. C'est merveilleux, cet hommage rendu par l'élève au maître clinicien, confronté à la douleur du retour d'un déporté dans une situation clinique absolument pitoyable. C'était la presse médicale. Alors aux sources de la vie humaine, je n'aurai rien à vous dire. Puisque on y est, on est parti, là, nous sommes 5000 ans, que dis-je pas 5000 ans, 20 000 ans en arrière, aux sources de... Voilà, les grottes de Lascaux. Les grottes de Lascaux, vues ou pas vues, mais vues par image au minimum, c'est tellement admirable. C'est tellement admirable. Cette perfection artistique, ce talent d'observation de nos hommes d'il y a 18 000, 20 000 ans. Et il n'y a rien sur le plan médical. On ne peut rien trouver nulle part, il n'y a aucune trace, il n'y a aucun livre, bien entendu, l'écriture n'existait pas, mais il y avait la peinture, et je me plais à imaginer que des hommes qui, il y a 20 000 ans, ont pu dessiner ça avec un tel talent de l'observation, j'allais dire de l'observation clinique, telle qu'on la voit là, n'ont pas pu ne pas observer les malades comme nous espérons qu'ils l'ont fait. Mais ça n'est pas l'avis de tout le monde. Et dans ma bibliothèque aussi, j'ai cette collection-là d'une histoire de la médecine qui date de 1815 et où on peut voir écrit, mais c'est tellement petit que voilà, le Kurt Sprengel, qui a écrit tous ces tomes d'une histoire de la médecine en 1815, disait « L'origine de la médecine remonte jusqu'à l'enfance de l'espèce humaine, époque dont nous ne disposons d'aucun monument historique, etc. » Donc rien, on n'a rien sur cette époque-là, tellement lointaine, 20 000 ans, on a rien. Et alors il écrit « On ne saurait disconvenir que la plupart des maladies internes qui nous affligent, en 1815, qui nous affligent, ne soient le résultat du luxe et des besoins
que nous nous sommes créés. Il est donc naturel de penser que dans les premiers temps de la société, le nombre en était fort peu considérable et que très probablement aussi les affections externes guérissaient d'elles-mêmes sans qu'il fût nécessaire de recourir à aucun médicament. Donc, la conviction de cet homme-là, qui a écrit quand même toute la médecine en 10 volumes en 1815, ça fait quand même 200 ans, était que finalement, il n'y a pas d'histoire de la médecine à cette époque-là, il n'y a pas d'examen clinique à cette époque-là, parce que les maladies, c'est nous, c'est lui, déjà, en 1815, qui les avons créées de toutes pièces, parce que le luxe, parce que, etc. Peut-être pas si faux que ça, soit dit entre nous, peut-être pas si faux que ça. Pour autant, au temps de la médecine préhistorique, eh bien, il y avait quand même des actes médicaux. On le sait maintenant très bien. La médecine a précédé la religion parce que nos ancêtres avaient un impérieux besoin de survivre. Et donc certainement, ils observaient et certainement, ils prenaient en charge leurs maladies. Alors c'était l'affaire des chamans, c'était l'affaire des guérisseurs des tribus, qui administraient d'ailleurs une espèce de source de quinine pour traiter la malaria qu'on appelait la cinchona. Et puis il y avait les pierres de foudre. Alors vous savez, ces cailloux, ces silices, qui sont des outils de pierre taillée et qui étaient utilisés pour guérir. Médicalement, on disait, ils en étaient persuadés que ces pierres avaient des propriétés magiques et que leur apposition sur des douleurs, sur des lésions entraînait leur amélioration, leur guérison. Et puis également, c'était utilisé chirurgicalement, bien sûr, et on le sait bien, et pour des trépanations, et pour des amputations. Donc l'examen clinique existait, bien sûr, à cette époque préhistorique. Et on en a pour preuve, par exemple, je vous ai mis ces deux images, ce crâne de jeune fille trépané au silex, et ça date du néolithique, ça date de 3500 ans avant Jésus-Christ. Et on peut observer sur ce crâne, comme sur celui-ci qui est retrouvé en France, on peut observer qu'il y a des traces de cicatrisation. Donc ces gens-là, cette malade, cette jeune femme, a survécu à la trépanation faite au silex à l'époque. Donc il y avait bel et bien des traces. Et ce qu'on peut savoir également de la littérature sur l'époque, c'est que de la préhistoire à l'Antiquité, la maladie était une punition. On savait que si on était malade, si un individu, si une collectivité sombrait dans la pathologie, eh bien, c'était de sa faute. Et en tout cas, c'était par la volonté d'un être supranaturel, d'une divinité, et donc il ne fallait pas trop espérer intervenir, puisque c'était un fait divin. La guérison, donc, ne pouvait venir que de Dieu, des sorciers, des prêtres magiciens, des chamans. Alors ils se servaient d'intermédiaires pour identifier la source du mal, pour tenter d'expliquer les raisons de la colère divine qui faisait que tel homme ou telle femme ou tel enfant devenait malade ou mourait de cette maladie. On avait donc des conceptions à l'époque magico-animistes, religieuses, des maladies et de leur traitement. Mais cependant, quand on y regarde de plus près, on voit que dans l'Antiquité, donc au Proche et Moyen-Orient, on a une masse considérable d'informations concernant l'examen clinique. Ces informations, on les trouve dans les tablettes babyloniennes et on les trouve également dans les papyrus de la médecine égyptienne. Et c'est fabuleux. Et il y en a des dizaines de mètres. Si on aligne toutes les tablettes ou les papyrus, il y a des centaines de mètres de documents comme ça, qui sont très riches, qui sont consacrés à la médecine. La malade est considérée, je le redis, comme un châtiment divin. On recherche l'écart fautif, la conduite abusive, le non-respect de l'hygiène. On n'était pas encore à Louis Pasteur, mais le non-respect de l'hygiène. Alors c'était l'hygiène alimentaire, l'hygiène sexuelle, le mode de vie, le non-respect du fameux repos du 7e jour qui était préconisé par les Hébreux et dont on parle dans la Genèse, dans le volume 2, chapitre 3. Et puis, on savait déjà qu'à cette époque si ancienne, eh bien, les médecins interrogeaient et écoutaient avant d'examiner. Regardez, lisons cette phrase qui est extraordinaire, qui est d'une actualité, d'une modernité absolument époustouflante. Si l'on vient te présenter une requête, docteur, si l'on vient te présenter une requête, écoute calmement ce que dit le demandeur. Ne lui inflige pas de rebuffade avant qu'il ait vidé son cœur.
Il aime qu'on prête attention à sa plainte, plus encore que de se voir donner satisfaction. Bah, c'est extraordinaire. Voilà. Et ça c'est un texte de l'ancien empire égyptien. On va aller un peu plus vite dans les étapes de l'Antiquité, mais encore nous y sommes. C'est avant Hippocrate. Avant Hippocrate, disons, situons-nous dans la période de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à 400 à peu près, 460 avant Jésus-Christ. Là, on le sait, la médecine, elle est entièrement magique, elle est entièrement archaïque, elle est surnaturelle, elle est divinatoire, elle est dénuée de bon sens, elle est dénuée de logique. Mais pour autant, on sait qu'il y avait particulièrement la médecine assyrienne, la médecine des peuples de la Mésopotamie, et ça pendant 25 siècles. Et pendant ces 25 siècles, des documents se sont accumulés, des notes, des données d'examen clinique, des organisations sémantiques. C'était tout à fait remarquable. Et en particulier, on a découvert la bibliothèque du roi Assurbanipal à Ninive, là où étaient les fameuses tablettes de Ninive. Et vous savez, c'était 600 ans avant Jésus-Christ, la bibliothèque, mais qui relatait 20 000 tablettes, dont 600 électivement consacrées à l'examen clinique, 600 étaient médicales. Et puis il n'y en avait pas que là, il y avait des tablettes à Assur, à Uruk, à Borsippa, à Kalak, à Nippur, tout ça, 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Et on peut retenir un petit coup d'œil comme ça sur 2 temps essentiels. C'est la médecine assyrienne, donc qui se passe à Babylone, et on verra la suivante, c'est la médecine égyptienne. Alors, la médecine assyrienne, on ne revient pas, les guérisseurs, les chamans, l'inspiration divine, etc. Mais quand même, c'est déjà la première distinction entre médecin et chirurgien. C'est aussi les premières spécialités. Il y avait des docteurs pour l'œil, il y avait des docteurs pour la peau, il y en avait des docteurs pour les intestins. Vous vous rendez compte, à cette époque-là, on est à 3000 ans avant Jésus-Christ, il y avait tout ça. Et il y avait même, ça ne s'appelait pas comme ça, des proctologues, que l'on appelait, avec ce mot extraordinaire, le berger de l'anus, pour aller traiter les hémorroïdes de nos concitoyens d'il y a 3000 ans. C'est formidable. Et quand on regarde bien ce qui se passait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le règne d'Hammurabi, il y avait déjà à l'époque des volumes de pierre, naturellement. C'était le premier traité akkadien médicaux, et on lit ça. Et on découvre des malades qui avaient le nez froid, les yeux révulsés, la bave coulant de la bouche, peut-être une crise comiciale, l'excrétion de pus, le visage boursouflé, la langue saburale. Tout ça a été décrit, avec les maladies du coït, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies de la grossesse, les maladies du bébé, la pédiatrie, déjà, à cette époque. C'était formidable. Quant à la médecine égyptienne, c'est encore mieux. C'est au 3e millénaire, mais c'est vraiment au temps des pharaons. Et là, il y avait de véritables équipes médicales. On aurait dit les maisons médicales d'avant-garde, parce qu'on avait pensé que pour le malade, c'était bon d'associer des médecins, des infirmiers, des gardes-malades, des penseurs, des masseurs faisaient équipe pour les malades de l'époque. Et il y avait de véritables examens cliniques très élaborés, dont font état les papyrus. Alors des papyrus, il y en a une kyrielle, mais ce qu'on feuillette quand on cherche un peu comme ça, il y en a 3 qui sont formidables. C'est le papyrus d'Hébers, qui est très sémiologique sur le plan gynécologique, avec des descriptions incroyables des données du toucher vaginal. Formidable. Et puis, le papyrus de Caïn, qui est un véritable traité de gynécologie obstétrique, et puis le papyrus de Smith, qui est un véritable traité chirurgical, notamment traumatologique, et que ton frère n'aurait pas désavoué, mon cher Marc, voilà ce qu'on y lit. Si tu constates que le corps de cet homme est devenu fiévreux à cause de la plaie qui se trouve dans les poches de son crâne, alors que cet homme a développé une crispation des mâchoires à cause de cette plaie, tu placeras ta main sur lui et tu constateras que son visage est enduit de sueur. C'est une description sémiologique de l'époque qui correspond peut-être à la première description d'un trismus de tétanos. Voilà. Nous allons en arriver aux vraies sources profondes, pour nous importantes, nonobstant tout ce qu'on vient de dire, de l'examen clinique. Et ça, vous voyez, ça nous amène d'Hippocrate à la fin du XVIIIe siècle, carrément 2 siècles, 2 millénaires, là, carrément. Ça, c'est la grande période qu'on peut qualifier de la médecine d'observation, avec des fluctuations, vous allez voir, considérables. Après,
c'est la médecine anatomo-clinique. Quelqu'un tout à l'heure me disait, est-ce que tu parleras d'anatomie? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler d'examen clinique sans passer par ce passage-là à Padoue en 1761. L'énorme Morgani, la publication monumentale de Morgani, De Silibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis. Le siège et les causes des malades démontrées par l'anatomie. C'est la révolution anatomo-clinique. Cet homme a apporté, c'est gigantesque ce que Morgani a apporté à la médecine. Et puis, bien entendu, nous arrivons à la période moderne, c'est-à-dire la médecine technique, à partir de François Magendie, à partir, bien entendu, de son élève Claude Bernard et tous les progrès des sciences médicales. Et pour finir, tout à l'heure, on n'y est pas, mais tout à l'heure, on parlera de l'avenir, que j'ai d'ailleurs évoqué tout doucement dans mon introduction, la médecine prédictive, la médecine personnalisée, la médecine informatique, et tout ce qui fait peur réellement, mais qui est nécessaire et qui est complètement incontournable. Nous sommes à Hippocrate. Hippocrate, notre maître à tous. Chapeau. Hippocrate, 460, 370 avant Jésus-Christ. Alors il est né dans l'île de Kos. L'île de Kos, c'est la mer Égée. C'est les Cyclades, Kos, Mykonos, Délos, Patmos, l'île de Rhodes, enfin toutes ces belles îles des Cyclades. Et c'est une famille tout entière qui est très attachée au culte d'Asclépios, dont je vous parlais d'entrée pour me mettre sous sa protection, c'est-à-dire le dieu grec de la médecine, lui et ses filles. Hippocrate va tout faire. Il va donner les bases rationnelles de la médecine, il va avoir une influence considérable, et pour autant, malgré le génie de clinicien de cet homme créateur, eh bien, il va se trouver enfermé dans une pensée philosophique qui va l'interdire, qui va lui interdire d'interpréter ce qu'il observe. Il observe énormément, il collige tout ce qu'il interprète, mais il ne sait pas, il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas interpréter, parce qu'il est enfermé dans une conception philosophique qui, bien entendu, nous paraît à nous tous ô combien dérisoire, mais qui est tellement compréhensible. C'est la doctrine des 4 humeurs. Ah oui, il y a le sang, la bile jaune, la bile noire, qu'on appelle l'atrabile, et puis la lymphe ou la pituite, qu'on appelle encore le flegme, lymphatique, phlegmatique, etc. Et ça correspond à 4 notions complémentaires. C'est l'air, le feu, la terre et l'eau. Et puis, c'est associé 4 qualités, tout par 4. Le sec, le chaud, le froid, l'humide. Alors, il y a ce schéma-là que Hippocrate considérait avec la plus grande conviction, la plus grande vénération. C'était que la bile jaune est associée au feu, que la lymphe est associée à l'eau, que le sang est associé à l'air, que la bile noire est associée à la terre, et qu'il y a là le sec, le chaud, l'humide, le froid, etc. Enfin, voilà. Et donc, l'observation qu'il faisait des signes cliniques ne pouvait, selon lui, être interprétée qu'en fonction de ces données complètement ésotériques, et où il avait une conviction première que je ne veux pas interpréter devant vous, et que je vous laisse libre complètement d'interpréter d'ailleurs, c'est que pour lui, les hommes étaient chauds et secs, et que les femmes étaient froides et humides. Je vous confie toute réflexion complémentaire sans intervenir. Hippocrate, pour nous, docteurs, pour nous, médecins, c'est ça. C'est l'exigence de rigueur absolue dans l'interrogatoire du patient. Ses antécédents personnels, familiaux, dans son environnement, ses prédispositions, l'anamnèse personnelle et familiale, la description des symptômes, l'écoute du patient, la recherche des signes cliniques, l'examen physique du corps, tout ça 400 ans avant Jésus-Christ, avec, bien entendu, je n'y reviens plus, l'interprétation par rapport au vent, au climat, l'alimentation, à l'eau, etc. Mais il utilise Hippocrate les 5 sens, c'est son mérite, c'est son grand mérite devant l'histoire, devant les millénaires, c'est son grand mérite. Il utilise la vue, il regarde la silhouette générale, il regarde les mains, on en reparlera, il regarde le visage. Il décrit ce qui est resté dans l'histoire de la médecine, le faciès hippocratique, c'est-à-dire le faciès du type qui va mourir, avec quand même un petit diagnostic différentiel possible. Je vous le lis, c'est tellement savoureux. Le nez effilé, les yeux enfoncés, les tempes affaissées, les oreilles froides et contractées, les lobes des oreilles écartés, la peau du front qui est sèche, tendue et aride, le teint de tout le visage qui est jaune, noir, ou livide ou plombé. Et si
au début de la maladie, que le visage présente cet aspect, et qu'il ne soit pas encore possible, dit-il, de faire des conjectures avec les autres signes, il faut demander par hasard au malade s'il n'a pas dormi, rendez-vous compte, ou si une forte diarrhée ne l'a pas affamé. C'est-à-dire qu'il fait là le diagnostic différentiel entre une situation pré-mortelle et une déshydratation extracellulaire. C'est bien ça. C'est un tableau magnifiquement décrit. Il utilise également l'ouïe. Et on est là 2000 ans avant la Hélèque. 2000 ans avant la Hélèque. Il écoute le thorax. Alors, il n'y a pas le stéthoscope, il ne l'a pas inventé, le tube ni le stéto, mais il écoute. Et il parle de sifflement, de grésillement, de frottement. Et puis, il touche les malades. Lui, il touche les malades. Et alors, il va faire tout sauf le toucher vaginal, alors que les ancêtres de la préhistoire le faisaient. Mais lui, non, il ne touche pas. Il ne touche pas parce qu'il estime que le toucher vaginal, c'est l'apanage des matrones, ceci pour respecter, je le cite, la pudeur alarmée des femmes. C'est bien dit, hein, je trouve que c'est vrai. Quoi. Et alors après, la palpation abdominale. Alors il dit par exemple, et je m'adresse aux cliniciens d'ici, l'hypocondre est dans le meilleur état quand il est indolore, mou et égal à droite et à gauche. Mais quand il est enflammé, douloureux, tendu, ou présentant une inégalité entre la droite et la gauche, il faut se méfier. Formidable. Ou bien il écrit encore, une tumeur dans l'hypocondre, dure et douloureuse, est plus dangereuse quand elle l'occupe tout entier. Ah ben oui, plus c'est gros, plus c'est risqué. Et puis il écrit également, et si elle n'occupe qu'un seul côté, elle est moins dangereuse à gauche. Francis, tu ne serais pas d'accord, la leucémie, lymphoïde myéloïde chronique, là, franchement. Enfin, l'odorat, alors il sent la laine. Il renifle ça, il sent la laine et les rejets, il sent les urines, il sent les selles, les crachats, les sueurs, les vomissements, le pus, le sang, les écoulements vaginaux. Il sent tout ça. Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ. Le goût, un peu, mais on n'en est pas encore au stade où, pour dépister un diabète, on mettait le doigt dans l'urine pour apprécier le goût sucré de cette urine. Ça, ce sera pour plus tard. Hippocrate ne faisait pas ça. Je ne parle pas de ces thérapeutiques, et Dieu merci, on n'a pas été soumis à ça. Soulager la douleur dans ces conditions-là, réduire les fractures dans ces conditions-là, ça devait être quelque chose. Bon. Mais Hippocrate, salut, grand patron, a quand même rationalisé la pensée médicale, désacralisé, imposé l'éthique, imposé les premières règles de déontologie, écrit le serment d'Hippocrate, publié des aphorismes dans un livre entier, Primum non nocere, avant tout ne pas nuire, soulager en toutes circonstances, et puis critiquer les médecins. Critiquer les médecins comme peut-être on pourrait le faire encore aujourd'hui, parfois, bon parfois est prudent naturellement, car il écrivait, à propos des médecins, ces gens ressemblent beaucoup aux figurants qu'on fait paraître dans les tragédies. De même que les figurants ont l'apparence, l'habit et le masque d'acteurs sans être acteurs. De même, parmi les médecins, beaucoup le sont par titre et bien peu le sont par le fait. C'était sévère, c'était d'une cruauté incroyable. Mais voilà. Alors il avait écrit également le serment d'Hippocrate et j'ai retrouvé ça, le premier tome des œuvres complètes d'Hippocrate qui a été publié chez Bayer en 1839. C'est un texte grec avec en retard la traduction par Émile Littré soi-même, si je puis dire, et notamment le serment d'Hippocrate d'origine. Alors, bon, je m'éloigne de l'examen clinique, mais c'est tellement savoureux de lire le serment, pas celui qu'on prête aujourd'hui, naturellement, et qui a été modifié, archi-modifié par les ordres successifs. Mais là, c'était, je ne vais pas tout lire, mais quand même, je jure par Apollon. Ah oui, référence au grand dieu. Apollon, c'était le père d'Asclépios. Toute la famille, il y a Apollon, qui était le grand-père, si je puis dire, il y a Asclépios, qui était le père, et puis il y a ses deux filles, qui s'appelaient Hygie et Panacée, la Panacée universelle, bien sûr, c'était toute la famille des dieux. Alors il jure par tous les dieux, donc Hippocrate est très très prudent finalement, par tous les dieux et par toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et les engagements suivants. Alors là, c'est un tissu de népotisme incroyable, incroyable. On n'oserait pas sortir le centième de ça aujourd'hui, bien entendu, dans les facultés. Ce serait une levée de bouclier. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours. D'accord ?
Je partagerai avec lui mon savoir et le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. C'est bien. Je tiendrai ses enfants pour des frères. Et s'il désire apprendre la médecine, je le renseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part de mes préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre, Donc c'est le népotisme total. Mon fils, tu seras docteur, toi qui n'es pas mon fils, tu ne seras pas docteur, et ainsi de suite. Voilà, c'était ça, le serment d'Hippocrate qui a prévalu pendant des décennies et des décennies. C'est étonnant quand même, c'est tout à fait étonnant. Alors, oublions pas trop Hippocrate, parce qu'il va être là, présent pendant 2000 ans, et jusqu'à aujourd'hui encore, et moi encore, quand il y a, pendant ces 10 dernières années d'une retraite qui arrive, hélas, je faisais de l'enseignement clinique au lit du malade jusqu'à l'année dernière, finalement, eh bien, j'enseignais Hippocrate. Je montrais des hippocratismes digitaux, et puis j'essayais aussi de secouer des malades qui avaient des pour enseigner etc. Hippocrate. Donc, quel est l'héritage d'Hippocrate? Toute la médecine. Mais avec son copain Platon, le philosophe, le raisonnement l'emporte sur l'expérience. Et on se met à philosopher plus qu'à pratiquer la médecine. Mais quand même, et fort heureusement, Hippocrate a fait des élèves médecins. Et ces élèves ont nom Praxagoras et son propre élève qui s'appelait Hérophile. Ils travaillaient à Cos, dans l'île de Cos, dans les Cyclades de la mer Égée. Et eux, ils ont de façon tout à fait dominante et remarquable travaillé sur le pouls. Et ils ont décrit des tas de formes de pouls. La systole, la diastole, le pouls, il y a plein. On va y revenir. Aristote a développé l'observation clinique. Théophraste a découvert de nouveaux symptômes. Aquigène a approfondi la sémiologie chirurgicale et gynécologique. C'était bien ces élèves-là, de telle sorte que, et c'est très important pour la suite, quand César, en 46 avant Jésus-Christ, bannit les étrangers de Rome, il fait exception pour les médecins. César a un faible pour les médecins grecs qui sont venus à Rome. Il ne les chasse pas, au contraire, il les encourage, il leur donne la liberté et il encourage leur ascension sociale. Et donc c'est formidable parce qu'il y aura une pénétration de la médecine grecque à Rome qui va être très remarquable avec toutes les données de l'examen clinique dont on va parler. Le médecin romain, grâce à l'influence grecque, va interroger le malade, il va interroger son entourage, il va construire une anamnèse, il va examiner complètement les malades. C'est-à-dire que le pli va être pris pour la première fois dans l'histoire de déshabiller les malades, ce qu'on ne faisait pas encore, et ce que bientôt après, quand on sera au Moyen-Âge, on ne fera plus, parce que le corps doit être respecté, la pudeur doit être imposée, et l'examen clinique doit en fait être oublié. Voilà ce qui s'est passé. Aristote, élève de Platon, fait essentiellement de la philosophie. Je n'insiste pas, le corps possède une âme. Ça fera partie de la conférence qu'un jour vous fera Philippe Cherperel. Aristote, cependant, s'intéresse à l'anatomie, à la finalité fonctionnelle des organes, à l'anatomie comparée. Je n'insiste pas. Je veux faire un passage par Alexandrie et par Rome. C'est-à-dire qu'on se situe là, à cheval sur la naissance du Christ. On est 250 ans avec le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, sous Ptolémée II, c'est 287-290 avant Jésus-Christ. Vous savez que ce phare a existé, que c'était la 7e merveille du monde, et qu'il a été détruit au XVe siècle seulement, le phare d'Alexandrie et le port d'Alexandrie. Et puis il y a Rome, le Colisée bien entendu, et Saint-Ange, qui est là, qui est un véritable mausolée, où il y a le tombeau d'Adrien et de je ne sais combien d'empereurs qui sont là. Ça c'est pour situer que nous allons maintenant à Alexandrie. Alexandrie, c'est l'anatomie. Encore que on ne donne pas trop les autorisations de disséquer, ça ne va pas durer. Il y a Hérophile dont je vous ai dit l'intérêt qu'il portait au pouls en tant que clinicien. Ici, j'ai d'autres évocations qui concernent au fond la pensée médicale à cette époque. De même, il y a de véritables sectes, des dissections qui sont de nouveau interdites, des contestations d'études anatomiques. Et puis apparaissent les vertus thérapeutiques à travers cette thériaque. Alors la thériaque, vous savez, c'était un mélange d'une cinquantaine de composés où il y avait des métaux, il y avait des pierres, il y avait des trucs. Et c'était censé protéger des maladies en général, mais particulièrement des venins, des piqûres de serpents. À Rome, à cette époque, au fond, sur cette époque-là, du 1er siècle après Jésus-Christ, il y a quatre grands patrons de médecine. Il y a Asclépiade,
qui philosophe un peu, qui s'intéresse au corpuscule, qui décrit le méthodisme, c'est-à-dire qui soigne en fonction de l'état tendu ou relâché des éléments du corps. Il y a Soranos, qui est le premier grand médecin accoucheur, l'obstétricien. Il y a Dioscoride, qui écrit un magnifique traité des matières médicales, mais qui est surtout un traité de thérapeutique, avec l'utilisation des plantes. Et puis alors il y a Cels. Alors Cels, dont la figure est ici, qui écrit un livre, De Medicina, l'art médical, et qui rapporte et développe le savoir romain, classifie les maladies et apparaît comme le grand patron de l'époque. C'est pour ça, grâce à Cels en particulier, que l'enseignement de la médecine s'organise, et puis que parmi les soins, il y a essentiellement l'hygiène de vie, les bains, l'herboristerie, mais quand même la création du premier hôpital. Et on voit ici les instruments de l'époque, et puis là, ce tableau qui représente le traitement d'une blessure de Énée. Je veux quand même, pour cette époque, vous situer deux autres. On a passé le 1er siècle et on arrive au 2e siècle. Rassurez-vous, je ne vais pas faire tous les ans et tous les siècles jusqu'à l'an 2017, mais je crois que c'est important de mémoriser un peu ce qui s'est passé là, parce qu'il y a là deux grands patrons. Il y a deux grands patrons de médecine. Le premier, c'est celui-ci. C'était un type fabuleux. Il s'appelait Arrêté de Cappadoce. Et il a vécu entre 120 et 200, après Jésus-Christ, naturellement. Et c'est le vrai successeur d'Hippocrate. C'est le plus remarquable des médecins grecs à Rome. Et il a écrit un bouquin qui s'intitule « Le traité des signes ». Donc on y est, l'examen clinique, le traité des signes, des causes et de la cure des maladies aiguës. Eh bien, je vous assure, quand on va regarder un petit peu la littérature, on y trouve toute la médecine, toute la médecine. Il y parle des céphalées, des vertiges, des syncopes cardiaques, l'examen de la pupille, dans toutes les maladies, l'examen de la gorge. Il décrit l'aspect pseudomembraneux de la diphtérie. Il parle de la polyuropolydipsie du diabète. Il décrit le tétanos. Il décrit l'hémiplégie, les ictères, les pneumonies, la phtisie, la crise d'asthme. On a l'impression que toute la médecine est déjà connue. Et nous sommes en 150 après Jésus-Christ. C'est absolument fabuleux. La maladie cœliaque. Et il recommande de ne pas manger de pain dans cette maladie. C'est vraiment... Et puis les maladies psychiques. Et il sait faire la différence entre la dépression et la mélancolie. C'est impressionnant. Et celui qui arrive... en même temps que lui, d'ailleurs, c'est Galien, c'est un contemporain. Et alors lui, Galien, va vraiment régner sur la médecine pendant près de 1500 ans. 1500 ans. C'est le pape absolu de la médecine clinicienne. Alors il était à Pergame, un Romain, il était à Pergame, le médecin des gladiateurs, ce que relate d'ailleurs dans un magnifique livre récent qui a été publié édité par Véronique Bourdon-Millet, Galien de Pergame, un médecin grec à Rome. C'est une carrière somptueuse. À Rome, il était le médecin personnel, bien entendu, de l'empereur. Il ne s'était pas trompé, Marc Aurèle. Alors cet homme-là, pendant sa vie, et on ne vivait pas trop vieux à cette époque, il a écrit, tenez-vous bien, 500 livres. 500 livres. On en a retrouvé 200, qui tous concernent la médecine. Il a affirmé, respecté, amplifié les théories de Hippocrate. Il a utilisé les 5 sens, comme le faisait Hippocrate, la vue, l'ouïe, la palpée, l'odorat, etc. Il y avait ajouté un 6e sens. Il y tenait beaucoup. C'était l'intelligence. C'était l'instinct, quelque part, du diagnostic. Ça compte tellement en médecine. Il avait dit, ce n'est pas parce que l'homme est pourvu de mains qu'il est le plus intelligent, comme le prétend Anaxagore, mais bien parce qu'il est le plus intelligent qu'il possède des mains, comme le dit Aristote à fort juste titre. Je laisse à votre philosophie le soin de réfléchir à ça. Il a amplifié la connaissance du pouls. Vous savez, le pouls, c'était essentiel à l'époque. Aujourd'hui, c'est une discipline, c'est la sphygmologie. Eh bien, il a amplifié la description du pouls en 16 livres. 16 tomes sur le pouls, sur la pratique et la prise du pouls. C'était, voilà, le pouls rapide ou lent, intense ou faible, rigide ou souple, la systole et la diastole. Il a aussi créé, et là, en cet aspect-là, c'est un moderne, il a créé la médecine par correspondance. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le portable, mais il traitait par correspondance. Il y avait des cavaliers qui allaient porter le message, et puis on faisait le diagnostic dans le cabinet du médecin pour un malade, un roi, un empereur qui était à l'autre bout du monde. C'était extraordinaire. Il a créé la médecine galénique, il a fait plein de choses sur lesquelles je passe ici, tout en étant toujours coincé, si je puis dire, dans cet environnement d'issue divine, d'origine divine, les humeurs, le sanguin, le phlegmatique, le bilieux, le mélancolique, pour rétablir l'équilibre, etc. Bon, il va avoir une influence considérable.
Voilà. On en arrive là à une période très importante de l'histoire de l'examen clinique et de l'histoire de la médecine d'ailleurs, où je vais tour à tour, mais très brièvement, vous parler de deux éléments majeurs, les Juifs et les Arabes. Les Juifs d'abord, parce que c'est plus court, c'est plus facile, et il y a moins de choses. Leur influence a en effet, à ce moment-là, été modérée. Pourquoi ? Parce que les médecins juifs étaient marqués par leurs préoccupations religieuses, qui étaient en eux totalement dominantes. C'est le Talmud. Le Talmud préconise, affirme, il n'y a qu'un Dieu, il y a un Dieu unique. C'est notre maître, il est maître de notre vie, et donc il est maître de notre mort, et donc il est maître, ce Dieu, de notre maladie. Et si on est malade, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et nous, docteurs, on ne peut pas toucher à ça, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà ce que pensaient les Juifs. La souffrance est une punition divine, et donc la soulager, c'est un sacrilège. Il ne faut pas toucher à ça. Voilà ce que pensaient les Juifs. Tous sauf 2 ou 3. Il faut les citer, parce que chapeau pour ce qu'ils ont fait. C'était Isaac l'Hébreu, qui a publié à l'époque un guide du médecin, et qui a inventé l'uroscopie. Il fallait quand même, à l'époque, entrer un tube dans la vessie par la verge, etc., aller voir ce qui se passait là, et puis en arriver à l'opération de la taille qui était fréquente à l'époque, la taille du caillou qui s'était formé, la lithiase qui s'est formée dans la vessie. Il faisait ça. Bon. Et puis enfin, il avait des règles déontologiques, et j'en ai repéré une qui, je crois, vaut le coup d'être citée, comme tout à l'heure la phrase qu'on avait dite et qui était tellement actuelle. « Réconforte le patient par une promesse de guérison, même si tu n'y crois pas. Venant de toi, une telle affirmation peut aider l'œuvre de la nature. » Ça, c'est vrai, quoi. C'est vrai, et c'est encore aujourd'hui. On le sait bien, nous, les docteurs, que c'est comme ça, hélas. Mais il faut. L'autre, c'est Maïmonide, qui a publié des aphorismes, 25 sections, qui a fait un traité des poisons, Maïmonide avait traduit en arabe Hippocrate. Oui, comme quoi il respectait la pensée des non-musulmans, des non-arabes. Il a traité complètement l'œuvre d'Hippocrate, mais en les dégradant un petit peu. Je vais vous dire par exemple, là où Hippocrate parlait de passion érotique, la pudeur de ce juif le conduisait à traduire la passion héroïque. Voilà, c'était une précaution. Alors c'est ça, les voilà, les médecins juifs, là. Vous savez, c'est le regroupement écrit de la Mishnah, qui est la loi orale, qui remonte à Moïse, et de la Guémara, qui sont en quelque sorte la compilation des commentaires des sages juifs et des controverses suscitées par le texte de la Mishnah. Alors les deux, la Mishnah et la Guémara, ça constitue finalement le Talmud. Le Talmud, c'est le livre des Juifs, naturellement. C'est l'enseignement en hébreu. C'est l'expression à l'échelle de la vie quotidienne de la loi édictée sur le mont Sinaï et qui servait de code au droit. Alors, le Talmud, ça relève la conception du monde du peuple juif. C'est fondé, je le redis une dernière fois, c'est la croyance en un Dieu unique. C'est le maître de la vie sur terre et dont l'homme ne peut enfreindre la loi. Par conséquent, le médecin est un homme choisi par Dieu et qui ne peut pas enfreindre la loi de Dieu. Donc il ira là où c'est possible, mais pas au-delà. Il y aura une prudence par rapport à ça. Et traiter un homme, cependant, pour quelques-uns d'entre eux, ne représente ni une atteinte à la volonté divine ni une insulte, mais au contraire un devoir dicté par Dieu lui-même. Et toujours dans toute approche médicale, dans tout acte, il y a cette peur de Dieu. Voilà, le Talmud, c'est la présence de Dieu, mais c'est quelque part, on le voit bien, dans la peur de Dieu. Et puis il y a l'arabe, la médecine arabe. C'est monumental, c'est extrêmement important, formidable, et qui marque encore nos esprits aujourd'hui, et qui a influencé toute la médecine d'aujourd'hui, la médecine arabe. Par respect, la médecine arabe conserve tout, lit tout, traduit tout, les textes grecs, les textes latins, elle ne rejette rien. La médecine arabe se fonde sur l'observation clinique. C'est au cœur de notre sujet ce soir. C'est la médecine arabe, l'examen clinique. Et sur l'étude des comportements. Pas les organes génitaux féminins. Ah oui, touche pas au Grisby, ça c'est interdit chez les Arabes. On touche pas. Avec les conséquences. Mais elle développe la traumatologie. Encore ceci. Parmi les signes diagnostiques d'un os cassé
Citons la déformation, la saillie, son aspect et la crépitation. Il disait ça, la crépitation, quand vous appuyez dessus avec la main. Dieu sait que ça fait mal. Quand il n'y a pas de déformation ni de crépitation, si vous ne sentez pas de mouvement, quand vous manipulez l'os et que le patient n'éprouve pas de grosses douleurs, alors, je vous le dis, il n'y a pas de fracture. Voilà ce que décrivaient les Arabes. Alors, la notoriété de la médecine arabe est immense. Il y en a des volumes, des bibliothèques entières. Il y a quand même 4 noms à retenir, comme ça, 4 noms. Et on en reparlera de 2 particulièrement. Il y a Rhazès, avec son Kitab al-Hawi, c'est-à-dire un bouquin qui s'appelait Le Continent, un joyau. Il y a Avicenne, bien sûr, qui a écrit plein de choses, plein de livres, formidables. Et un particulier, puisqu'on a parlé du pouls déjà à 2 reprises, il a écrit Les 32 poux. Alors là, ça y va. C'est de la poésie. Le pouls de gazelle, le pouls ondulatoire, le pouls dentelé, le pouls frémissant, le pouls languissant, la queue de souris, le pouls comme une corde, le pouls paresseux et le pouls, alors là, tout près de la mort. Le pouls qui s'affaiblit, qui s'éteint, qui s'épuise et qui disparaît. Et puis il y a Averroès, son élève, qui a écrit le Colligé. L'influence de la médecine arabe est considérable. Par Rhazès à Bagdad, par Avicenne, l'école persane de la médecine, et son ouvrage formidable qui est une encyclopédie qui s'appelle Le Canon, on va y revenir. Et voilà. Je vais quand même vous laisser 2 planches, là, puis après on arrête, mais 2 planches sur ces 2 géants-là, parce que formidable. C'est Rhazès. Alors Rhazès, mon fils qui parle mieux arabe que moi, disait hier avec les intonations du temps, il s'appelle Abou Bakr Mohamed ibn Zakaria al-Razi. J'espère que vous m'avez compris, c'est comme ça que fait Eric. Bon, enfin, je dis, écoute, plus simplement, je dirais devant mes généreux auditeurs qu'on l'appelle dans l'histoire des temps Rhazès. Rhazès a vécu à Bagdad en 865, disons 900, jusqu'à 925. Il a écrit un bouquin qui s'appelle le Kitab al-Hawi, qui est une encyclopédie médicale en 22 volumes de médecine pratique, de médecine clinique, d'examen clinique. C'est phénoménal. Et j'ai cité là, mais je ne vais pas vous les lire, parce que vous ne pouvez pas exagérer, mais quand même un traité sur la variole et sur la rougeole. C'est admirable, de précision sémiologique. C'est formidable. Et puis il a écrit également une étude complète de la médecine, avec ici, je vais vous lire ça par exemple, la méningite. Alors, lorsque la tête et le cou sont pesants et douloureux pendant 4-5 jours, voire plus encore, et que le regard fuit la lumière, la photophobie, et que les yeux larmoient en abondance, et que le malade bâille et s'étire fréquemment, que l'insomnie est sévère et l'épuisement extrême, alors le malade va développer une méningite. Et si la pesanteur de la tête de plus grande que la douleur et que le sommeil remplace l'insomnie, alors la fièvre diminue, le pouls est fort sans être trop rapide et le malade s'enfonce dans un état de stupeur. La méningite. Wow. Formidable. Ça, en l'an 900 après Jésus-Christ à Bagdad. Et puis alors, il y a celui-ci, qui est le super géant, c'est Avicenne, qui a été un peu l'élève du premier, dont je viens de parler, la Rhazès. Avicenne a écrit un livre que mon fils vous dirait mieux que je ne peux le dire, Abu Halil Hassai ibn Ab Allah ibn Sina. Tout ça pour vous dire Avicenne. Bon, c'est son nom, comme ça. Je l'ai même écrit comme on doit le faire. Alors c'est un livre qui concerne la médecine et qui est connu en Occident sous le nom de Canoun en français ou celui de Canon. Canon, très important. Cet ouvrage est encyclopédique de médecine médiévale. Il a été rédigé en arabe par Avicenne vers les années 1020. C'est un des livres les plus importants, des plus formidables que la médecine ait jamais créés. Rendez-vous compte, dans ce livre, Avicenne est le premier à distinguer la pleurésie, la médiastinite, l'abcès soufrénique. Il décrit 2 formes de paralysie focale, la centrale et la périphérique. Il décrit complètement la symptomatologie du diabète. Il fait le diagnostic différentiel entre une sténose du pylore et un ulcère de l'estomac. Il décrit les différentes variétés d'ictères. Il décrit la cataracte, la méningite. Il décrit la peste, bien entendu. Il décrit les infections transmises par voie placentaire. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tout y est. La médecine y est là, entière, encyclopédique, fabuleuse. C'est phénoménal. Et ça, c'est en l'an 1000.
C'est en l'an 1037 après Jésus-Christ. Il est mort en 1037. Chapeau à ces gens-là. On en arrive au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge à la française. C'est-à-dire du 5e siècle au 15e siècle. C'est 1000 ans. 1000 ans de Moyen-Âge. Et la décadence s'installe. Elle va durer 1000 ans, cette décadence. Il va falloir attendre le 19e siècle pour que la qualité de l'examen clinique, tel que nous l'avons décrite, tel que nous l'avons analysé, ne retrouve son niveau de l'an 200 après Jésus-Christ. Un trou phénoménal de 1000 ans. Et pourquoi ? 4 causes. Premièrement, la confusion des médecins et des clercs. La médecine, c'est chez les curés, les clercs. La séparation médecin-chirurgien, impérieuse, impérative, atroce. La stagnation des connaissances, on le comprend dans ce contexte. Et puis la suspicion des sens. L'impudicité, le respect, la peur des corps, à la fois la peur et la pudeur, font que on ne touche plus, on regarde à peine, on ne fait que mirer les urines. Ça on peut faire, parce que c'est un bidon, c'est à mirer les urines. Mais le malade, il est là en contrebas, et on ne le touche pas, on le regarde à peine. Ça, c'est le Moyen-Âge. Alors il y a 2 périodes quand même. C'est la période monastique, avec une ère chrétienne, une église chrétienne qui domine complètement en Occident, et toujours, Dieu merci, j'allais dire, Allah merci, l'influence de la médecine arabe qui est prédominante, et où, heureusement, les conseils, les préceptes ont sauvé pas mal de gens à ce moment-là, parce que sinon... Bon. Et puis il y a la période scolastique, où paradoxalement, dans ce désert de rigueur scientifique, de désert absolu, vont paradoxalement naître, émerger, ici ou là, en France ou ailleurs, les premières écoles, les premières universités. Il y a là une sorte de paradoxe historique qui est intéressant. Revenons à la médecine monastique, c'est-à-dire la médecine qui s'exerce et qui s'apprend à cette manière-là, dans les monastères. On guérissait l'âme avant le corps. Être malade, c'est être pécheur. C'est un péché d'être malade. Et on voit pourtant la création d'hôtels-dieux pour les pauvres, etc. Une hospitalité monastique. Et puis il y a Hildegarde de Bingen, cette femme admirable, cette sainte que Benoît XVI a canonifiée récemment. Je crois que c'était en 2012. On a été recherché cette... non, c'est pas 2012, je crois que c'est 2012. C'est intéressant, hein, on pourrait faire une conférence entière sur Hildegarde de Bingen, qui était une femme absolument admirable. Bon, voilà. Et puis, alors, les clercs. Donc, toute la médecine est entre les mains et entre les pensées des clercs. La théologie, la philosophie, la médecine, l'examen du malade, non. On mire les urines et on prescrit des trucs d'apothicaire, etc. Et puis, bien sûr, on ne fait pas de chirurgie, parce que Ecclesia aboret a sanguine. Et bien entendu, la peur du sang. Les clercs, les curés ne veulent pas toucher du sang. Donc voilà, c'est l'affaire des rebouteux, c'est l'affaire des guérisseurs, des mendiants, etc. Et puis tout repose sur la foi, les prières, les soins. Alors il y a des saints, chaque malade a son saint, chaque maladie a son saint. Voilà, c'est la confusion d'abord des médecins et des clercs. L'émergence du christianisme, c'est les miracles. Le Christ guérissant par la foi, l'évangéliste Luc, qui était médecin, mais qui faisait surtout des évangiles, et puis le malade assimilé au fruit d'un péché, c'est l'histoire de la punition de Job avec ses filles, etc. Bon, les traitements par la prière, et puis l'imposition des mains, très prudemment, les premiers attouchements. On a complètement oublié ce qui s'était passé auparavant. La médecine devient mystique, la médecine laïque est éclipsée par la médecine monastique. Des siècles et des siècles vont se dérouler ainsi. Des siècles d'efforts patients sont oubliés, et il faudra évidemment de nombreux siècles pour y revenir. Et même quand le phénoménal Ambroise Paré exercera la chirurgie dans les conditions merveilleuses que l'on sait, le même Ambroise Paré n'en écrira pas moins, je le cite, plus tard, beaucoup plus tard, « Le courroux de Dieu est la première cause des maux que vous endurez ». Vous voyez, cette pénétration de l'Église. Alors en Gaule, chez nous, en Gaule, il y avait des sanctuaires auprès des sources.
les servants de Dieu étaient les guérisseurs, c'était eux les docteurs. Les missionnaires qui guérissent pour convertir, des miracles partout, des morts ramenés à la vie, et puis des aveugles qui, bien entendu, recouvrent la vie, et puis, bien entendu, des agités qui retrouvent le calme, et puis, bien entendu, des superstitions amplifiées. Et l'Église, bien entendu, qui reprend tout ça, qui encourage tout ça, qui développe tout ça, pour mieux asseoir son autorité, son empire, finalement. Et même l'évêque de Poitiers, le futur Saint-Hilaire, qui écrit « Dans un monde perdu, on a besoin d'un médecin qui guérisse par une seule et même œuvre universelle de secours, qui soigne dans le monde entier toutes les maladies, aussi variées soient-elles, cela non pas par la science ou la technique, mais par la puissance du Verbe. » C'est ça, la médecine de l'époque. C'est lui, le Verbe, que réclame l'Esprit, c'est lui qu'on attend, car à son arrivée, à l'arrivée du Verbe, à la parole de Dieu, à son arrivée, la fièvre se calme, les aveugles voient, la paralysie cesse et la mort s'éloigne. 1000 ans, ça, pendant 1000 ans de Moyen-Âge. Alors vous voyez ici une image prise au hasard dans un traité d'un de ces clercs docteurs approchant un pestiféré de très loin. On ne le dévitit pas, on ne l'examine pas, on lui prend prudemment la main, et encore, c'est déjà fort, et beaucoup. Même ici, la palpation de l'abdomen, ça c'était quand même au XIVe siècle, et vous voyez qu'on n'examine pas couché, on est loin du palpé bimanuel, on est loin de l'auscultation du ventre, bien entendu, et on palpe un malade debout qui reste habillé d'ailleurs, et on le palpe comme ça, voilà. Les hypochondres volumineux, c'est comme ça qu'on les détecte. Et pourtant, les princes de la chrétienté s'inquiètent de cette situation qui perdure des siècles et des siècles. J'allais dire ainsi soit-il. Ils souhaitent qu'il ne soit pas ainsi soit-il. Ils souhaitent que ça change. Alors il y a eu des conciles. Et il y a eu le concile de Clermont qui interdit aux moines d'exercer la médecine. Mais ça c'est plus une recommandation par rapport à l'impudicité de la médecine, la tentation que pourraient avoir les moines vis-à-vis du corps des patients. C'était ça, l'esprit du concile de Clermont. Le concile de Reims, en 1131, interdit de pratiquer la médecine en dehors des couvents. Loin du couvent, tu crèves. C'est le concile de Tours qui interdit aux clercs de pratiquer la chirurgie. La chirurgie, vous savez, le sang. Bon. Et puis le concile de Latran IV qui réaffirme la séparation des prises en charge des âmes et des corps. Donc il y a une espèce de tentative. Mais bon, tout ça aura du mal à s'imposer. Et alors paradoxalement, dans le même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, s'installent des écoles. C'est magnifique de voir que Salerne, au IXe siècle, c'est près de Naples, c'est une véritable école de médecine, et que dans le même temps aussi naissent près de 80 universités dans l'Europe de demain. C'est Montpellier, Paris, Toulouse, c'est la Sorbonne, le collège de Sorbonne, et puis que les travaux d'anatomie reprennent, voilà, et puis que même si la connaissance stagne un peu, même si les barbiers, les sages-femmes sont exclus d'université, eh bien, pendant cette période scolastique, on repart sur une route plus diagnostique et moins chrétienne, si je puis dire. Alors on palpe le pouls, on examine les urines, on essaie de voir si le malade a de la fièvre. C'est que ça, l'image. Vous voyez, le docteur, il est là, il mire des urines, mais le malade est en contrebas, il ne s'en approche pas, il ne le touche pas, il est retenu par sa conviction religieuse ou parce que je ne sais quelle appréhension du risque de toucher l'autre, de toucher le patient. Quant au traitement, je vous laisse à deviner la maigreur de ses possibilités. Et pour autant, c'est dans ce contexte qu'en 1220 naît la grande université de Montpellier, dont Barietti et Coury, nos chers maîtres, diront un jour qu'elle a été une tête de pont d'un néo-hellénisme remanié par l'influence judéo-chrétienne. C'est vrai que cette université de Montpellier, c'était formidable. C'était le lancement, c'était un grand centre de soins et d'enseignement. C'était le premier CHU, il faut bien le dire. Et puis, avec un vent de libéralisme, c'était un petit peu la source de la Renaissance. Et là, moi, j'avais envie de vous dire, moi qui ai toujours une
une grande admiration pour les patrons de médecine. Il y en a 4 là qui se distinguent. Il y a Gilles de Corbeil qui a écrit un traité des symptômes, et quand on s'intéresse à l'examen clinique, on va lire ça ou on va s'intéresser à ce qui était dit là. Lui encore a fait un traité des poux et puis même un traité des urines. Il y a l'autre, son collègue plus âgé que lui, puisque même plus période d'après, puisqu'il est né en 1935, c'est-à-dire 11 ans après la mort de Gilles de Corbeil, c'est Arnaud de Villeneuve, grand patron, grand médecin de l'époque, grand consultant de l'époque. Et puis il y a 2 chirurgiens qui ont été exemplaires. Ces 2-là méritent d'être cités, on n'ira pas au-delà, mais il faut les citer. Ils s'appellent Henri de Mondeville et Guy de Chauliac. Pourquoi il faut les citer? Le premier d'ailleurs a été chirurgien de Philippe le Bel et de son fils Louis X. Ces 2 méritent d'être cités parce qu'ils se sont opposés à la tradition séculaire de séparer médecins et chirurgiens. Les médecins, c'était l'élite, les chirurgiens, c'était... voilà. Et donc, eux ont affirmé qu'il était nécessaire de travailler ensemble, de les unir, de faire une coopération. Et voilà. Et il disait, par exemple, de Mondeville, disait, le diagnostic du médecin, c'est-à-dire du chirurgien. Le médecin, c'est-à-dire du chirurgien, c'était à l'époque, c'était complètement révolutionnaire, se fait par le toucher avec la main et par l'examen avec l'œil. Ça, c'était révolutionnaire. Parce qu'il y avait ce dogme de la séparation médecin-chirurgien. On disait même, la médecine est une profession et la chirurgie est un métier. Je vous laisse deviner le mépris qui était là. Mais l'examen clinique, pour autant, était réduit à des simulacres. Un abord général et extérieur suffisait. Et puis en plus, il y avait respecté des conventions sociales qui cachaient l'intimité. Et donc, vous comprenez pourquoi, quelques temps plus tard, Molière aurait beau jeu de se moquer des médecins qui, au fond, ne touchent que des honoraires. C'est ce que disait Molière. Et puis également, regard attiré sur ce fameux docteur Tissot, qui soignera par correspondance et à distance d'éminentes personnalités, dont en particulier Voltaire et Rousseau, et à propos desquels, incidemment, il a écrit ou dont il a évoqué les personnalités dans 2 de ses ouvrages fameux, un qui traitait de l'onanisme et un autre de la santé des gens de lettres, parce que, figurez-vous, et si vous ne le savez, je vous dis que moi je l'ai découvert en lisant tout ça, que Voltaire et Rousseau pratiquaient les 2, c'est-à-dire l'onanisme d'une part, avec des risques considérables à force d'eux, et c'était les dangers de la masturbation et les excès des activités intellectuelles. C'est savoureux, enfin, quand on pense, c'est vraiment étonnant. Voilà. Il y a donc de nouvelles universités qui vont annoncer la Renaissance. Elles sont là, citées, je n'insiste pas. On voit bien que ça suffit, quoi. Ça suffit, ça fait 1000 ans que ça dure, et que toutes ces universités doivent maintenant faire en sorte que les religieux se retirent de la médecine, que les médecins et les chirurgiens se rapprochent et travaillent ensemble, et puis un petit peu à la fois, eh bien, la médecine française va devenir la médecine exemplaire, la médecine du monde, la plus exemplaire au monde. On arrive évidemment à la Renaissance, on arrive au XVIe siècle, et le XVIe siècle, c'est l'apogée des sciences, des arts, c'est l'imprimerie, c'est la diffusion du savoir, voilà, c'est l'anatomie qui est reprise magnifiquement par Vézal, De Humani Corporis Fabrica en 1543. C'est aussi des avancées médicales considérables. On prend connaissance à ce moment-là de la transmission des maladies, la contagion. On découvre là la contagion. Fracastor, la syphilis, la peste, le typhus, Fernel qui décrit la physiologie. Mais quand même, on est prudent, parce que quand on décrivait ces maladies contagieuses, on a alors affublé les docteurs de ces vêtements-là. C'est pas une vue de l'esprit. Ils avaient des camisoles comme ça en cuir, et puis des trucs ici où ils mettaient des aromates dans le bec pour que ça filtre les éventuels miasmes qui pourraient venir de ces corps empestés, des malades en souffrance de maladies contagieuses. Il y avait cette précaution. Mais enfin, il y a également eu Paracelse et l'alchimie. Quel personnage fabuleux c'était. Et puis j'y arrivais, Ambroise Paré, la chirurgie de guerre, qui a accompagné quand même 4 rois de France et qui était l'archétype de la chirurgie de guerre. Les ligatures, les prothèses, les pansements, c'était phénoménal. On en arrive au retour de la clinique, tel que l'avaient préconisé et voulu Henri de Mondeville et Guy de Chauliac, dont je vous ai parlé.
c'est l'influence d'Ambroise Paré qui exige, qui a une rigueur sémiologique, qui décrit les gangrènes, qui décrit l'approche des malades, qui pratique le toucher rectal et le toucher vaginal, alors lui, en chirurgien, et carrément, et qui dit, bien entendu, avec le respect qu'on a toujours encore à cette époque de la loi divine, je le pensais, Dieu le guérit. C'était ça, évidemment, Ambroise Paré. Puis il y a des grands patrons européens. On voit bien que partout, les choses changent. On émerge là d'un Moyen-Âge difficile. Et il y a de très grands patrons au plan européen, dont je ne fais que citer les noms, mais qui portent le nom de Giovanni Battista à Padoue, de Louise Boursier, qui a vraiment créé la gynécologie prémoderne, si je puis dire, de Thomas Sydenham, qui a été l'Hippocrate anglais, de Vieux-Sens, qui a redécouvert l'insuffisance aortique, c'est-à-dire avant le stéthoscope. C'est-à-dire, cet homme-là, Vieux-Sens, mettait l'oreille sur le thorax. Et écoutez, l'insuffisance aortique. Je vous signale que ce n'était pas le rétrécissement aortique. Le rétrécissement aortique, c'est un souffle qui est rude, râpeux, en jet de vapeur. Ça fait pff, pff, pff. Non, non, non. L'insuffisance aortique qu'on apprenait, nous, dans les livres, quand on était petits, qu'on préparait à l'externat, c'est un souffle doux, lointain, voilé, aspiratif. C'est ça qu'on disait, on faisait de la littérature en médecine césiologie, et mettre l'oreille sur le deuxième espace intercostal droit pour percevoir ce petit souffle traduisant une insuffisance aortique. Ça, Vieux-Sens l'avait fait. Chapeau. Et puis Félix. Alors Félix, le célèbre docteur Félix, c'est le chirurgien qui a opéré la fistule de Louis XIV avec ces instruments que j'évoque ici, et qui ont été préalablement essayés sur des condamnés à mort, parce que c'était quand même une intervention redoutable, redoutée, qui a fait un mal de chien. Qu'est-ce qu'il a dû souffrir, mon ami Louis, si je puis dire. Voilà. Pour autant, l'examen clinique reste interdit aux médecins, et va rester interdit aux médecins jusqu'à la révolution. Oui, j'ai mis cette image. Attention, c'est pas du porno ici, j'ai trouvé ça dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert sur la chirurgie. C'était la pratique du toucher rectal pour la chirurgie de la taille. Arrivons-en, mes amis, au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, Molière, Versailles, c'est une période de prospérité, bien sûr, c'est une période de stabilité. La construction de Versailles, Molière, et notamment le malade imaginaire, mais Galilée, Pascal, Newton, Descartes, et puis c'est, au fond, avant 1650, une théorie mécanique. Il y avait les organes, il y avait le sang qui passait, etc. C'était mécanique. On a décrit le système circulatoire. Et Louis XIV avait eu le génie d'encourager les médecins qui pensaient ça, et c'était magnifique. Le corps est une machine, c'est la théorie mécaniste. Et puis, après 1650, on a considéré que la mécanique ne pouvait pas tout expliquer, et là on a découvert des glandes, les glandes endocrines et leurs sécrétions, le pancréas, les glandes salivaires, la parotide, et puis la digestion, et puis la respiration. Et donc c'était vraiment des progrès remarquables pour l'époque. Et on a classifié les maladies, ça s'appelait la nosologie. Et puis on a, avec Rédy, il a découvert les parasitoses, les poux, le typhus exanthématique. Je passe vite car on sort de l'examen clinique, mais c'est pour dire que dans ce XVIIe siècle, et pour ce que l'on pouvait imaginer à l'époque, les progrès ont été considérables, avec l'influence des progrès de la physique, les débuts de la chimie, etc. Et puis, j'aurais bien aimé que Didier Gosset soit là, notre cher doyen qui est professeur de médecine légale, pour lui rappeler, mais sans doute le connaît-il, qu'à cette époque-là, on faisait émerger la médecine légale. Alors je vais vous dire ça, parce que quand j'ai lu ça, je me suis amusé, je vais leur confier ce truc-là. J'ai trouvé ça dans un bouquin, un extrait, publication du Parlement de Paris. Eh bien, il s'agissait d'apporter la preuve qu'un mec ne mentait pas à sa dame en disant qu'il était impuissant. Alors, il fallait faire la preuve. Alors, en vérité, puisque la justice a pris l'habitude de demander un examen au médecin, il faut dire que c'est le mode d'examen. Il faut dire quel est le mode d'examen. Une fois qu'il a obtenu licence de la justice, l'autorisation de la justice, que le médecin examine d'abord la complexion et la conformation des membres de la génération, comme c'est bien dit, des membres de la génération. Et puis ensuite, qu'il recourt à une matrone habituée à de telles procédures et qu'il prescrive aux époux de s'étendre ensemble pendant quelques jours en la présence de la dite matrone.
que celle-ci leur administre des épices et des aromates, et qu'on les réchauffe et les oigne d'huile chaude, et qu'elle les frictionne près du feu, vous imaginez, et qu'elle leur ordonne de converser et de s'étreindre. Ensuite, que la matrone rapporte au médecin ce qu'elle a vu, et quand le médecin sera informé, il pourra déposer en toute vérité devant la justice. C'est extraordinaire, quand même. C'était la naissance de la médecine légale à propos d'une situation inénarrable. Nous en arrivons au siècle des Lumières. C'est Voltaire et Rousseau, c'est Diderot, c'est Montesquieu, c'est la prise de la Bastille, et c'est le champion de toute la catégorie de champions, si je puis dire, Jean-Baptiste Morgany. Formidable. C'est 1682, 1771, et en 1761, c'est la naissance de la méthode anatomoclinique. Alors quand même, il faut retenir, Morgany, c'était en 1761, il avait 79 ans, le bonhomme, quand il a publié De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indigatis, c'est-à-dire cause et siège des maladies démontrées par l'anatomie. Œuvre somptueuse à 79 ans. Et l'année d'après, à 80 berges, en 1762, il a publié un autre livre qui s'appelait Opera Mundia, en 5 volumes, et ce livre décrit admirablement les modifications anatomiques, clinico-anatomiques, dans l'endocardite végétante, les anévrismes de l'aorte, la maladie de Crohn, la méningite tuberculeuse, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ça, vous vous rendez compte, en 1761. Formidable. Un mot quand même pour ce grand patron de l'époque aussi, Xavier Bichat, qui a décrit les traités des membranes et à qui on doit l'étude de toutes les pathologies des membranes, en particulier séreuses, la plèvre, le péritoine, etc. Salut Xavier Bichat, grand bonhomme. Alors, les progrès de la médecine sont de plus en plus marqués. Pinel et la psychiatrie, Hahnemann qui décrit l'homéopathie, Jenner et la vaccination, le cowpox, Jenner inocule la vaccine à un enfant qui sera protégé de la variole, le médecin observateur n'arrive pas à sortir de son Moyen-Âge, pas si loin que ça, et on voit ici que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'examen clinique se résumait à la prise du pouls. On ne déshabillait plus, on ne déshabillait pas, on n'examinait pas, on ne palpait pas, on ne faisait pas de toucher pelvien, c'était la prise du pouls. Et naturellement, cette image en fait état. Au XVIIIe siècle, pourtant, les accouchés étaient pris en charge d'une manière de plus en plus humaine. Baudeloque, Dubois, la naissance de l'obstétrique, la chirurgie, Pott, le mal de Pott, les hernies, etc. Tissot décrivait la santé des gens de lettres. Sa spécialité, c'était la fatigue intellectuelle et la fatigue liée à la masturbation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'onanisme. C'était ces deux passions. Il a fait des livres formidables là-dessus. Et puis arrive la Révolution. Et la Révolution organise ou réorganise la médecine. Corvisart publie ses leçons au lit du malade. Il introduit la percussion thoracique. Alors vous savez comment il a introduit la percussion, Corvisart ? Eh bien, Corvisart, il avait traduit le livre d'un Viennois qui s'appelle Annenbrugger et dont le père aubergiste percutait les barriques de bière pour savoir à quel niveau elles étaient remplies. Et c'est la percussion de ces barriques de bière qui lui a l'idée de percuter le thorax pour faire le diagnostic de pleurésie, d'emphysème, d'hydropneumothorax, de pyopneumothorax, etc. Le 17 août 90, la Révolution supprime carrément la faculté de médecine, mais c'est pour créer derrière des écoles de santé à Montpellier, à Paris, à Strasbourg. Et puis, voilà, la médecine s'enrichit. Et à partir de là, elle va s'enrichir. L'examen clinique va s'enrichir. On va décrire la crépitation dans les fractures osseuses, oubliant... Rappelez-vous qu'elle l'avait été déjà par nos ancêtres les Gaulois, si je puis dire. Et puis Portal décrit la palpation du ventre. Et puis c'est à cette époque aussi que Bonaparte va créer les concours d'externat et d'internat et qu'il va augmenter la durée des études médicales, mes seigneurs, à 4 ans. À 4 ans. Voilà. On arrive au XIXe siècle. Alors, XIXe siècle,
il y a deux moitiés. La première moitié nous intéressera beaucoup. Je ne serai pas très long, mais elle nous intéresse beaucoup. Parce que la médecine devient plus scientifique et l'examen, c'est celui qu'on connaît encore aujourd'hui et qui risque de disparaître. C'est vraiment là que ça a été construit. La percussion thoracique, l'auscultation pulmonaire. Bon. Mais il y a déjà, dans la deuxième moitié, le changement qui apparaît, la modernité qui apparaît. C'est l'essor des examens de laboratoire, c'est la physiologie, la bactériologie, l'anesthésie, les rayons X. Donc la première moitié, pour nous, c'est essentiel, parce qu'on voit bien le développement progressif et l'enrichissement fulgurant de toutes les données de l'inspection, de l'examen visuel, de la palpation, de la percussion thoracique avec Corvisart, je l'ai dit, de l'auscultation thoracique avec Laennec, on va en parler. Quel grand bonhomme admirable. Mais c'est quand même comme ça encore qu'à cette époque-là, péri-révolutionnaire, post-révolutionnaire, on faisait les touchés pelviens chez la dame. Le toucher vaginal se pratiquait comme ça, et pas souvent. Mais quand on y allait debout, si je puis dire. C'est comme arrive le grand homme de la médecine des temps modernes, pour moi, champion absolu, c'est Laennec, le stéthoscope, l'auscultation médiale. René Théophile Hyacinthe Laennec, né en 1781, mort en 1826, influencé par Dupuytren, Corvisart, Bayle et Bichat, il a donné sa vie à la médecine clinique moderne, a dit Jean-François Hutin, l'auteur de ce livre que je vous citais, qui a été ma référence pour cette conclusion, le radiologue de Reims, que, à défaut de connaître, je salue pour sa culture magnifique. Laennec a présenté sa thèse en 1804 sur la doctrine hippocratique appliquée à la médecine pratique. Mais son chef-d'œuvre, en 49 chapitres, dont la première édition est de 1819, son chef-d'œuvre, c'est donc de l'auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies du poumon et du cœur. Dans ce livre, tenons-nous bien et chapeau bas, il y a 928 pages inoubliables, admirables, qui sont consacrés à 29 signes stéthacoustiques différents, décrits avec une méticulosité, une minutie, une rigueur, un sens du détail, de la précision magnifique, absolument. À tel point que son ami Chateaubriand avait écrit dans ses mélanges littéraires « Cette belle et grande découverte fera époque dans l'histoire de l'art ». Et il s'agissait de l'auscultation, bien entendu, par Laennec. Laennec, jour et nuit, travaillait auprès des malades, auscultait, notant, décrivant, vérifiant, faisant ensuite les autopsies pour les corrélations anatomocliniques, etc. Laennec est mort de tuberculose après un bref retour dans sa chère Bretagne. Il est mort à Paris à 45 ans de tuberculose. Et il avait tout décrit. Il avait décrit, les sémiologistes le savent, la pectoriloquie haute et aphone. Alors c'est marrant, il décrivait ça et par référence à ses malades. Il citait dans ses œuvres le nom de ses malades. C'est étonnant de voir la pectoriloquie de la blanchisseuse Marianne Leva, le tintement métallique de l'hydropneumothorax du grognard potu, tous les souffles, tous les râles, tous les bruits auscultatoires, et l'emphysème du cultivateur Coquard de Courbevoie, où le cylindre faisait à peine entendre la respiration. Et puis l'abcès du poumon de la veuve Roussel, qui était cantonnière aux armées, et puis l'infarctus pulmonaire de Jean Dirichard, et même le squire atrophique de la cuisinière Alexandrine Gauthier, qui avait développé une pleurésie néoplasique, silencieuse par conséquent. Et la pleurésie de Louis Coulon, maçon de 18 ans, mort de tuberculose, et tous les aspects de la commotion. Alors ce qu'il appelait la commotion, c'était la succution hippocratique dont on a parlé depuis le début. Et lui, il appelait ça la commotion, et il l'a constaté X fois chez le soldat Potu, chez la couturière Arsène Léraud, chez le cordonnier Jean-François Brouhan, chez le savoyard Moineau. Quel luxe de détail. Pourtant, ça n'a pas été si facile à ce génie de l'auscultation, parce que l'auscultation immédiate, c'est-à-dire l'oreille sur le thorax du patient, avec pudiquement le linge ou la serviette qu'on mettait entre l'oreille et le thorax, l'auscultation immédiate restera longtemps pratiquée, même après la découverte du stéthoscope de Laennec. Et moi, je vais vous dire, j'ai un souvenir de gosse, moi, pendant la guerre, parce que je faisais un peu d'asthme avec l'angoisse
de l'époque qu'on vivait à ce moment-là, mes parents appelaient le médecin de famille, qui s'appelait le docteur Blond, qui était le grand-père de notre camarade dans mon quartier. Eh bien, le docteur Blond auscultait comme ça. Et il prenait une serviette à la maison que ma mère sortait de l'armoire à linge pour qu'elle soit parfaitement propre et offerte au docteur dans des conditions irréprochables. Et il posait sur mon petit thorax de gosse, j'avais 7-8 ans, 7 ou 6 ans, 7 ans, je ne sais plus, pendant la guerre. Je suis de 36, moi, donc vous voyez, c'était 40-45. Et il posait l'oreille sur le thorax de malade. C'est-à-dire qu'on imagine à quel point Laennec a eu des difficultés, mais pour autant, sa notoriété était mondiale. Et dans le même temps, d'ailleurs, s'installaient d'autres perfections dans l'exploration clinique. Et le pouls dont on a tant parlé depuis l'Antiquité, eh bien là, on le mesurait. Et c'était un sphygmomètre ou un sphygmographe qui apparaissait. On mesurait ça en même temps que la tension artérielle, le tensiomètre. Et pour le toucher rectal, on n'y allait plus manu militari, on s'entourait de toutes les précautions. Ils appelaient ça le préservatif digital de caoutchouc. Je vous donne les choses, voilà, telles qu'elles ont existé. Et puis, dans la première moitié du XIXe siècle, Magendie avec le fonctionnement des organes, Claude Bernard avec sa thèse que voici, Claude Bernard, sa thèse qui démontre que le foie stocke le glucose et libère dans le sang après les repas. Enfin, il y a une avancée scientifique fabuleuse. Et puis on enseigne mieux la médecine. Et puis les histoires de disparité entre médecins et chirurgiens, c'est fini, on n'en parle plus. Tout le monde s'entend bien. C'est l'internat des hôpitaux de Paris qui est créé en 1803. Parallèlement, il y a un corps d'officiers de santé qui est créé, et puis la santé publique est promue, et puis etc. N'empêche que les leçons cliniques aussi apparaissent dans les hôpitaux. Et ça a un petit dessin ici qui montre bien que ça n'a pas dû être rose tous les jours. Quand le patron passait, on a tous connu ça, bien entendu, mais quelquefois, c'était douloureux. Hein, et quand on voit cette image d'une caricature, bien entendu, mais où l'intimité du sujet examiné et l'enseignement médical au lit du malade sont parfois contradictoires. Au début du siècle, au temps des salles communes et des grandes visites du patron, l'humiliation des malades pouvait être caricaturale. On a tous des souvenirs là-dessus. On a tous des souvenirs. J'hésite à citer les noms de nos grands maîtres, mais quand même, il s'est passé dans l'amphithéâtre des cliniques de l'hôpital Lurier des scènes épouvantables, quand on y pense aujourd'hui, où des malades à moitié dénudés descendaient les marches de l'amphithéâtre et à chaque marche s'arrêtaient pour que les étudiants puissent palper le bubon. On a vu ça, on a connu ça. Donc c'était, attention, hein, bon, la pudeur, le respect de l'autre, c'est important. Le 19e siècle, l'examen clinique progresse et apparaissent aussi des examens complémentaires. Alors ça je l'ai connu, moi, en 54, 55, la bronchoscopie. J'avais une cousine médecin qui faisait la bronchoscopie au 5e étage, au 4e étage de l'hôpital Calmette. C'était la bronchoscopie, c'était pas l'endoscopie, c'était pas la fibroscopie bronchique, où aujourd'hui, avec un petit macaroni, ça passe très bien sans problème et sans douleur. À l'époque, c'était le tube, c'était le sabre, disaient les malades. Et toi, ton voisin, toi, tu vas au sabre. Et c'était la bronchoscopie qui permettait d'aller voir finalement la trachée, le fond de la trachée, la caréna, la bifurcation bronchique. Mais on était dans l'ère des explorations complémentaires et on était au début de ce qui va bouleverser toute la médecine d'aujourd'hui, la biologie, Claude Bernard, la micro... et puis Pasteur, bien entendu. Alors ici, je n'oserais en parler, vous êtes orfèvre dans le domaine de l'ère pasteurienne, les progrès de la chirurgie, les progrès thérapeutiques, et puis c'est pour autant le maintien de la qualité de l'examen clinique. Et cette image est là pour le démontrer, dans un sourire à propos des étudiants et dans des gestes téméraires. L'étudiant à pleine main palpe ses premiers honoraires. Voilà ce que j'ai trouvé dans une revue. Nous sommes, mes amis, au XXe siècle, et je vais bientôt cesser de vous importuner. Nous sommes au XXe siècle, qui connaît des développements sans précédent. L'évolution des spécialités, l'hyperspécialisation, l'apparition de sous-spécialités, les progrès fabuleux, l'imagerie, la biologie, l'informatique, la communication, le changement profond de la pratique médicale. Et pour autant, pour moi,
le nécessaire retour aux sources aussi souvent que possible. Et cette ligne de Henri Mondor, dans ses diagnostics urgents de l'abdomen, qui ont été mon livre de chevet, comme celui de Fred Siguier, autant la vue d'une main inexperte, gourde, brusque et pénible, et annonce un examen sans profit, autant c'est un spectacle heureux que celui de deux mains douces, intelligemment dirigées, à droite, progressant dans la découverte, suggérant confiance aux malades et instruisant l'entourage. La vraie clinique qui respecte l'autre et qui va très loin. Alors, ça nous conduit, je ne fais pas ici une leçon de sémiologie, mais quand même, tout cet enrichissement de la médecine clinique, ne serait-ce qu'à travers la main. Souvent, quand je prenais depuis 10 ans les étudiants de P2 au lit du malade, alors que j'étais retraité, mais que mes élèves m'avaient demandé de faire ça, tu sais bien, Marc, eh bien, je leur disais, ne vous asseyez jamais sur le lit du malade. Saluez le patient, regardez-le. Son visage dit tellement de choses. Et puis, dites-lui bonjour et prenez-lui la main. Prenez la main parce que c'est courtois, parce que ça crée une relation, une interrelation médecin-malade et que c'est important, mais aussi parce que avec ce premier contact, vous sentirez si la main est chaude ou froide. Vous sentirez si la main est sèche ou moite. Vous sentirez si la main est souple ou au contraire calleuse ou fibreuse. Et vous l'observerez. Et quelquefois, vous verrez ça ici, là, à gauche. Et ça vous direz, ah, il a un hippocratisme digital. Et vous reviendrez Hippocrate. Vous verrez ces ongles bombés qui témoignent d'une souffrance vasculaire périphérique et qui sont la conséquence d'une insuffisance respiratoire ou d'une insuffisance hépatique. Et quelquefois, vous verrez qu'à côté de ces ongles bombés, les doigts eux-mêmes paraissent gonflés. Et là, vous lancerez un diagnostic qui fait peur aux étudiants. Il s'agit d'une périostose engainante. Il s'agit d'une... son nom m'échappe un instant parce que je suis un peu fatigué. Ou alors vous irez là, vous regarderez ces nodosités, ce sont des nodosités d'Eberden qui traduisent un état d'arthrose. Cette main-là, à droite, c'est une main de polyarthrose. Mais celle-ci, bleue, est une main de cyanose. Mais celle-ci est une main de vitiligo. Mais celle-là, là-bas, est une main de polyarthrite rhumatoïde. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la main qui est en dessous, avec ses mains gonflées, déformées. Mais celle-là, d'en bas, a la particularité d'avoir une radiographie normale, seulement une désaxation, mais pas de lésion, mais pas de géode, mais pas de destruction osseuse, parce que ça n'est pas une polyarthrite rhumatoïde. Et donc c'est ça la finesse du diagnosticien, de dire ça, c'est une polyarthrite rhumatoïde, et ça, c'est une main de Jacou, et c'est en rapport avec une maladie lupique, un lupus érythémateux disséminé. Mais les mains, ça peut être aussi la main d'accoucheur de Trousseau, la main en lorgnette de Léry, la main hypothalamique de Guilin, la main du prédicateur de Charcot, la main de singe d'Aran-Duchesne, la main en trident de Pierre-Marie, les nodosités d'Eberden, les nodosités de Paul Ménet, l'ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre-Marie et Foix, c'est ce que je cherchais à l'instant, la main de Jacou, la main strée, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est ça, la médecine, c'est la clinique, c'est la sémiologie, et le XXIe siècle, avec ses grandes avancées, risque de la remettre en question, parce que l'imagerie médicale, la communication, la robotisation, le téléenseignement, la télémédecine, les visioconférences, et tout d'un coup, on ira cette image-là que vient de me dessiner un ami parisien dessinateur, où vous voyez le médecin qui tente encore d'entendre un râle-sous crépitant ou je ne sais quel roncus, mais le malade en même temps est sur l'ordinateur et dit à son docteur « Je sais, docteur, je sais déjà, je sais ». Voilà ce qu'il en est. Au XXIe siècle, la médecine coûte cher, l'exercice de la médecine se complique, l'allongement de la vie pose beaucoup de problèmes, et moi j'ai envie de vous dire, pourvu que, et j'en termine, on n'oublie pas cette recommandation de Charles d'Arambert, qui ici est certainement très apprécié parce qu'il a été médecin et historien de la médecine, et qui disait « Le médecin qui sait percuter et ausculter possède la moitié de la médecine et les 2/3 du diagnostic ». Mesdames, Messieurs, j'espère avoir rempli mon contrat vis-à-vis d'Asclépios. Je rendrai à leurs enfants l'enseignement que je réussis de leur père. C'est ce que j'ai essayé de faire devant vous ce soir. Merci.